Bonjour à tous, bienvenue au webinaire de SPI Santé Sécurité. Merci d'être avec nous en cet après-midi pluvieuse. Je m'appelle Amélie Leduc, je suis conseillère marketing chez SPI Santé Sécurité. Je suis heureuse aujourd'hui de discuter de la sécurité électrique avec vous. En fait, c'est clairement un sujet qui a suscité un intérêt énorme parce que de notre côté, le taux d'inscription a explosé. On n'a jamais vu ça chez SPI. Donc, clairement, c'est un sujet d'intérêt pour vous. Évidemment, comme vous le savez, avec l'électricité, il n'y a jamais de petits dangers. Dès qu'il y a de la tension, ben, il y a du danger. Donc, le meilleur moyen d'éviter, c'est sûr que c'est de travailler hors tension, mais ce n'est pas toujours possible. Alors, c'est pour ça que SPI, Intervention Prévention, puis VF Imageware ont décidé de créer ce webinaire-là aujourd'hui afin de vous éduquer puis de vous amener à adopter une approche préventive. Donc, aujourd'hui, j'ai le privilège d'être accompagnée d'experts spécialisés dans le domaine. Premièrement, M. Pascal Poisson. Bonjour, Pascal. Bonjour, Émilie. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Pascal est un partenaire de SPI avec sa compagnie Intervention Prévention. Mais au-delà de ça, Pascal en fait dans le domaine depuis près de 20 ans. Comme je vous disais, il a bâti sa compagnie Intervention Prévention Inc. Il a aussi participé à différents projets à titre d'ingénieur, chercheur, formateur et consultant dans le domaine de la sécurité industrielle. En matière de sécurité électrique, Pascal, il a implanté divers programmes, réalisé des études d'énergie incidente, arc flash, puis aussi, il a formé tout près de 10 000 travailleurs, donc c'est pas à négliger. En plus de tout ça, il y a un horaire très chargé. Il est chargé de cours à l'École polytechnique de Montréal. Mais ce qui est le fun dans ça, c'est aussi que ça lui permet d'être constamment à l'affût des dernières nouvelles de l'industrie. Donc, on est très content de l'avoir avec nous aujourd'hui. Également, on a du côté de VF Imageware, on a Tara Siegel. Tara, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous également. Tara travaille chez VF Imageware depuis 9 ans. Tara est directrice des ventes, puis elle se spécialise au niveau du développement commercial, puis au niveau du développement produit. Donc, elle va amener tout ce volet-là de produits, de solutions, dans le fond, aux enjeux qu'on peut rencontrer quand on parle de sécurité électrique. Rapidement, quelques petits éléments techniques avant qu'on débute. La durée du webinaire va être de 60 minutes. On va se garder un 5-10 minutes à la fin pour répondre à vos questions, vos commentaires, si on ne les a pas adressés pendant le webinaire. Parce qu'évidemment, on veut que ça soit interactif malgré la distance de l'ordinateur qui nous sépare. Donc, si vous avez des questions tout au long de la présentation, vous pouvez utiliser la petite boîte qui est en bas à droite de votre écran. Ça vous permet de nous écrire votre question. Et nous, si le temps le permet, le contexte et tout ça, on va lui répondre immédiatement. Sinon, soyez sans crainte, d'ici 48 heures environ, Pascal et Tara se feront un plaisir de répondre à votre question. Là, je vais pouvoir leur transmettre l'information. Aussi, si vous avez besoin de plus d'informations spécifiques, de support ou quoi que ce soit, je vais être votre point de contact. Vous pouvez m'écrire à la suite du webinaire. Même si la question est dirigée à Pascal ou à Tara, ça me fera plaisir de rediriger votre question là, à nos experts qui vont être très généreux de leur temps aujourd'hui. Donc, aussi, on voulait vous parler aujourd'hui d'une nouveauté, en fait. Comme vous le savez, en tout cas, SPI, la prévention des accidents, c'est une préoccupation constante chez nous. En fait, c'est nos valeurs, notre priorité. Et pour ça, on a décidé de créer une nouvelle brochure qui est dédiée entièrement à la sécurité électrique. Puis on est fiers, en fait, de vous la partager en primaire aujourd'hui. Vous êtes les premiers qui allez recevoir le lien pour la télécharger là, suite au webinaire d'aujourd'hui. Donc, vous y retrouverez dans cette brochure-là au niveau des normes, les contrôles des risques, évidemment les produits, la différente gamme de produits que SPI offre. Alors, on est très content de l'annoncer aujourd'hui. Alors, maintenant qu'on va rentrer dans le sujet du webinaire, juste avant de rentrer dans le sujet, en fait, on aime toujours, nous, chez SPI, savoir à qui on s'adresse. Donc, on a une petite question interactive qu'on voudrait faire avec vous, à savoir dans quel secteur d'activité œuvrez-vous? Est-ce que c'est l'industrie minière, la construction, manufacturière, gaz et pétrole ou toute autre industrie? Donc, on va vous demander de prendre quelques secondes pour y répondre. Choisir de A à E. En sachant d'où vous venez, ça nous permet aussi des fois, donner des exemples à nos experts, donner des exemples concrets dans le domaine là, dans lequel vous œuvrez. Donc, aujourd'hui, on a 15 de nos participants qui viennent de l'industrie minière, 7 de la construction, 21 de manufacturière, 1 de gaz et pétrole et 56 de diverses industries. Donc, mais quand même, on remarque que l'industrie manufacturière prend une grande place
au niveau de notre audience aujourd'hui. Deuxième petite question interactive qu'on aimerait vous poser. Enfin, on voudrait savoir à quelle étape êtes-vous dans l'implantation de votre programme de sécurité électrique. Donc, on a différents choix de réponse. Vous essayerez de trouver celui qui se rejoint le plus à votre réalité. On a soit le A, je n'ai pas de programme, je prévois en créer un, mais je suis un petit peu perdu. B, pour compléter mon programme, je souhaite faire une étude d'énergie incidente ArcFlash. C, j'ai besoin d'être formé ou d'être mise à jour sur la formation requise pour mon programme. D, j'ai besoin d'être audité afin de connaître le niveau de performance de mon programme. Ou encore E, je suis en contrôle de mon programme de prévention. Donc, on vous laisse quelques secondes pour répondre à la question. Super. Donc, on peut voir que 40% de gens mentionnent avoir besoin d'être formés ou d'être mis à jour sur la formation requise. Un 16% quand même n'ont pas de programme, mais prévoient dans les plans d'en créer un. Et quand même, 26% mentionnent être en contrôle de leur programme de prévention. Qu'est-ce que ça vous dit un peu les résultats qu'on voit dans cette question-là, Pascal, Tara? Un peu surprenant que 26% sont déjà en contrôle. C'est très, très bon. Je suis contente de voir ça. Puis, c'est comme je pensais un petit peu, on a 40% au milieu qui savent un petit peu, mais ont besoin un peu d'aide. Puis, c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Oui, absolument. Oui, pour la formation, c'est ça justement, des fois, c'est des petites choses qui sont assez subtiles là, au niveau de la norme, puis de juste de bien comprendre. C'est pour ça que vous allez voir tantôt, la partie de Tara est vraiment intéressante sur les équipements de protection parce que c'est souvent les questions qui sont posées un peu partout, puis ça va répondre, d'après moi, à plusieurs interrogations. Mais c'est juste sur une petite partie de la norme, justement, qu'on va s'adresser aujourd'hui et non sur son ensemble. Oui, puis aussi, on va vous reposer la même question à la fin. C'est toujours intéressant de voir un peu l'apprentissage. Des fois, ce que vous aurez appris aujourd'hui ou entendu, ça aura peut-être clarifié des choses. Des fois, les pourcentages changent. C'est intéressant pour nous voir l'évolution, dans le fond, de notre public quant à leur apprentissage. Donc, merci à tous d'avoir joué le jeu puis d'avoir répondu aux questions. On va maintenant débuter dans le vif du sujet qui est la sécurité électrique. Alors, je vais céder la parole à Pascal et à Tara qui vont élaborer davantage. Merci, Amélie. Donc, pour commencer avec les statistiques, juste à comprendre un peu, ça fait déjà 10 ans qu'on parle des arcs au Québec, à peu près 15 ans au niveau des États-Unis. Donc, l'affaire qu'il faut faire attention, c'est de jamais oublier qu'il y a d'autres risques que juste les arcs. C'est pour ça que les lignes, si vous prenez 39% des cas d'accident, c'est les lignes de haute tension, là, en réalité, ou de moyenne tension. Donc, les gens touchent encore à ça. Ça peut être l'employé de construction, exemple, le couvreur avec un outil, ça peut être. Donc, c'est encore un problème qui est très présent. Les appareils défectueux aussi, il y a encore beaucoup de blessés. Ça peut être dans des industries qui sont très humides, du nettoyage, des choses comme ça. Fait qu'ils pognent des chocs sur des extensions électriques qui sont dénudées, des choses comme ça. Fait que 13% des accidents. 15% sont en chantier. C'est sûr que des fois, les chantiers, maintenant, c'est plus un bâtiment complet qu'on construit. Des fois, c'est simplement des sections. Fait qu'il y a d'autres alimentations qui peuvent venir de d'autres sections du bâtiment qui passent par là, qui peut donner des problèmes aux employés. Ou ça peut être carrément lors de démarrage de nouvelles machines. Fait que c'est quand même 15% des accidents. Puis le sujet qu'on va aborder beaucoup aujourd'hui, c'est vraiment le travail sous tension dans les usines pour 25% des cas. Fait que c'est, en réalité, il faut travailler hors tension. C'est un des points qu'on va discuter ensemble tantôt. Pascal, donc, les causes principales, la maintenance. Pour ça, depuis 2015, la norme a fait un virage pour essayer d'accentuer plus sur l'entretien. Comme tous ceux qui sont présents au webinaire, vous faites à tous les ans, vous prenez tous vos disjoncteurs dans votre panneau électrique et puis vous les manipulez au moins une fois durant l'année pour vous assurer que le petit disjoncteur, la graisse à l'intérieur est bougée. Fait qu'en réalité, en industrie, il serait supposé de faire comme vous autres, vous faites à la maison, bien que je ne pense pas que vous le faites à la maison. Donc, l'entretien au niveau électrique, c'est quelque chose de méconnu, puis ce n'est pas quelque chose qui est très bien fait souvent. Donc, c'est une cause d'accident qui est probable. L'environnement, bien, si on prend l'industrie du bois, l'industrie du fer,
dans un environnement souvent très poussiéreux. Ça peut être l'industrie alimentaire aussi avec les savons. Donc, ça cause des problèmes au niveau des équipements électriques également. Puis le facteur humain qui est plus difficile de la gang. Donc, c'est sûr que de changer un comportement organisationnel, c'est difficile. Fait que les gens ne respectent pas les règles. Comment on fait pour les amener à respecter les règles? C'est essayer de leur faire comprendre pourquoi ils font ça. Ils font ça pour eux en bout de ligne. Là. Mais souvent, ça peut être simplement un manque d'information de l'employé ou quelqu'un qui n'est pas à l'aise à faire le travail qu'il doit faire. Pour ça que les différentes normes, il y en a plusieurs, mais juste pour être court à ce niveau-là. La norme Z462, en réalité, c'est une copie où on dit basée, là, pour être poli, mais c'est une copie de la norme américaine NFPA 70E. Pour ça, des fois, quand il y a des choses qui sont peut-être des fois moins claires, bien, vous pouvez aller carrément dans la norme américaine. Ils ont aussi un livre, un handbook, là, qui permet justement d'avoir un peu plus de détails sur les articles. Ça va être le sujet d'aujourd'hui, mais plus pour les vêtements. La Z463 parle davantage de l'entretien des équipements électriques, mais il y a d'autres normes aussi qui sont très bien faites pour ça, dont la NFPA 70B puis la NETA MTS. Si jamais vous avez des questions là-dessus, vous pourrez écrire à Émilie, puis je pourrai vous répondre par la suite. Il y a la USS 801, que c'est Hydro One en Ontario, Hydro-Québec, qui ont travaillé beaucoup dessus pour réussir à augmenter la sécurité au niveau des lignes de transport de production. Fait que jamais sur votre terrain, dans le papetier, souvent, ils ont leur propre réseau de distribution. Donc, il y a des règles à appliquer là, à ce niveau-là. Fait que c'est une norme qui peut servir. Donc, la norme Z462, c'est du bâtiment. La USS 801, c'est plus du réseau de transport, distribution. Les 3E 1584, ben là, on parle plus des calculs qu'on va parler tantôt. Cadenassage, ça reste que c'est la priorité encore dans vos usines. Avec le nouveau règlement qui est sorti en janvier 2016, qui sont reliés cadenassage à toute l'installation électrique. Si vous prenez le temps d'aller lire l'article 188.13, vous allez voir qu'en réalité, c'est pas parce qu'on travaille sur une installation électrique qu'on n'a pas besoin d'être cadenassé. Et puis, la façon d'identifier aussi par l'autre norme NC. Ça fait plusieurs normes, mais toutes ces normes-là vont ensemble et sont applicables. Donc, loi légale dans le Code canadien d'électricité pour le Québec, adapté au Québec, c'est obligatoire depuis 2007 de marquer danger d'arc et de choc. Sauf qu'il y a des compagnies qui ont été vers des identifications plus complètes afin de permettre aux travailleurs de savoir quel niveau de protection il a besoin quand il va venir ouvrir cet équipement-là. Donc, c'est le type d'étiquette qu'il y a là. Ça vient d'une étude d'ingénierie qu'on fait en réalité. On vient vérifier les vitesses des disjoncteurs avec le quantité de courant qui peut être libéré par l'équipement. Ça donne une certaine quantité de chaleur à la fin. Être court. Donc, ça donne, comme vous voyez sur l'étiquette, ça dit aux travailleurs, ben, avant d'ouvrir, ben, fais un périmètre de sécurité de 1,5 m. Puis quand tu vas être à l'intérieur de ce périmètre-là, tu dois t'habiller, exemple, en catégorie 2, avec un niveau d'énergie d'un minimum de 8 calories par centimètre carré. Fait que ça, on va l'aborder tantôt un peu plus précisément. Puis les gains isolés, puis la tension nominale qu'il y a dans l'équipement électrique. Fait que ça, en réalité, c'est de plus en plus, on voit des entreprises qui ont ce type d'identification-là. Puis comme Amélie disait tantôt, on en a fait beaucoup. Là, ça s'en vient très populaire aussi chez les PME. Avant, c'était plus la grosse industrie, papetière, aluminerie, ces choses-là. Maintenant, les PME commencent à se conformer de plus en plus. Donc, la priorité, comme je vous le mentionnais tantôt, c'est de toujours travailler sans danger électrique puis hors tension. C'est pour ça qu'en 2007, on avait fait le guide avec la Corporation électricien du Québec puis la SP Construction afin de travailler hors tension. Sûrement qu'ils ont déjà vu ce guide-là. C'est un guide que j'avais travaillé avec eux pour essayer de résoudre le risque. Surtout durant les travaux de construction, on est supposé d'être hors tension. Vous allez voir que la norme, quand même, elle accepte certains travaux sous tension. Mais vu notre niveau de réglementation au Québec, c'est sûr que ça prend une liste de risque avant d'exécuter ces tâches-là. Donc, c'est pour ça, si jamais un travailleur doit aller faire du troubleshooting, mais en réalité, il faut le protéger adéquatement. C'est ça qu'on va aborder aussi. Donc, toujours travailler hors tension. Le choc électrique, qui est un des premiers risques. Après ça, on va aborder l'arc puis les explosions. Au niveau du choc, le point important à comprendre, c'est vraiment de se protéger contre les chocs. C'est quoi en réalité les chocs? C'est un courant qui va venir nous passer à l'intérieur de notre corps. Fait que la façon qu'on vient se protéger contre ce courant-là, c'est en portant des protections isolantes. Fait que quand on parle des gants de caoutchouc, quand on parle du casque de sécurité en plastique, quand on parle des bottes de sécurité avec une semelle en caoutchouc, mais c'est des matériaux isolants qui viennent nous aider à se protéger contre les chocs. Fait qu'à partir de 30 volts, on est supposé être protégé contre les chocs. Puis quand on parle d'électrisation et électrocution, la grosse différence entre les deux, c'est que les électrisés ne sont pas décédés, mais peuvent être blessés. Donc, il peut y avoir jusqu'à des amputations, des choses comme ça. Électrocution, on parle d'un décès, là, normalement, chez l'individu. Au niveau des mains, juste vous montrer un exemple, vous avez les gants isolants. Là. Fait que si vous avez le gant de caoutchouc, normalement, on va toujours venir mettre un gant de cuir par-dessus pour protéger le gant de caoutchouc. Ça, c'est des gants qu'il faut que vous fassiez, que le travailleur doit inspecter à chaque utilisation. Si vous avez des questions là-dessus, je pourrais vous envoyer l'information nécessaire. Et puis,
aussi, il faut les faire inspecter aux 6 mois. Fait que SPI, c'est un service qui offre également pour vérifier vos gants tous les 6 mois. Comme exemple, les gants 1000 volts que vous voyez au centre, la classe 0, mais ces gants-là sont testés à 5000 volts à tous les 6 mois. Fait que comme vous voyez, plus qu'on voit un niveau de tension élevé, plus que le gant devient épais, plus qu'il devient long, moins qu'il devient confortable, puis plus c'est difficile de faire du diagnostic. C'est pour ça qu'au Québec, les populaires, c'est les 1000 volts. C'est sûr qu'ils ont choisi bien les gants, avec la bonne grandeur de gants, ces choses-là, ça va aider le travailleur à faire son travail là, plus facilement. L'arc, maintenant, c'est un autre risque là, qui est présent là, au niveau de l'arc. C'est sûr qu'on parle quand même de chaleur assez extrême quand on parle de l'arc. On parle d'une température entre 3000 et 19 000 degrés Celsius. Mais c'est sûr que ça dépend de la distance du travailleur. Fait que c'est sûr que plus que le travailleur va être loin de la source que l'arc sera généré, plus la chaleur va être faible, plus qu'on est proche, plus qu'elle va être élevée. Puis il faut comprendre que les calculs, quand on les fait à 45 cm ou 18 pouces. Donc, c'est la distance. D'où est-ce que ça vient, ça, le 45 cm? Ça vient de la distance d'un humain moyen. Un humain moyen, environ 5 pieds 8. Et la distance entre le bout de ses mains, comme s'il ferait du diagnostic avec un multimètre, et son thorax. Fait que c'est environ en moyenne de 45 cm. Donc, le calcul est fait à 45 cm. Donc, quand on dit qu'un travailleur doit se protéger à 8 calories par centimètre carré, c'est 8 calories par centimètre carré à 45 cm d'où est-ce que l'arc sera généré. Donc, aussitôt que ce niveau d'énergie-là dépasse 1,2 calories par centimètre carré, le travailleur doit être protégé. Quand on descend en dessous de 1,2, là, c'est l'équipement de protection de base qui peut s'appliquer. Mais c'est sûr que les fibres naturelles vont être privilégiés, mais sont moins, depuis 2015, sont moins présents dans la norme un peu qu'auparavant. Puis le bruit aussi qu'il ne faut pas oublier, fait que c'est les bouchons qu'il faut porter. Puis en passant, je vais faire une parenthèse avec les bouchons. Les bouchons sont tous acceptés par la norme. Il n'y a pas de bouchons arc flash, des choses comme ça. Sont tous résistants à 8 calories par centimètre carré et plus. Donc le but, c'est de porter des bouchons pour se protéger contre le bruit. L'explosion, c'est un risque quand même qui est assez important parce que quand l'arc arrive, c'est dans un boîtier fermé. Fait que ça fait comme un canon en réalité. Et puis, cette chaleur-là, ces débris-là sont projetés là, vers une zone X. Fait que c'est un travailleur en bout de ligne qui a ouvert une petite porte. La chaleur, elle s'est générée à l'intérieur. Ça a créé un nuage d'oxyde de cuivre qui s'est enflammé et qui a créé des particules solides. Ça rentre dans la peau du travailleur. C'est pour ça que l'écran facial est si important. Il y a certaines régions qui avaient des fournisseurs qui essayaient de vendre des cagoules avec des grosses lunettes de ski, mais ça n'a jamais été accepté dans la norme. C'est vraiment une visière en plastique pour protéger contre les particules. Puis de respirer ce gaz-là aussi, ça peut avoir un impact important parce que ça peut venir brûler au niveau intérieur, là, au niveau des voies respiratoires. Donc, c'est pour ça que même si la personne n'a pas été blessée sur un arc, il faut qu'elle aille voir en milieu hospitalier s'il y a eu des conséquences, s'il y a eu des problèmes avec ça. Donc, ici, on a un exemple de limitation d'une zone de travail. Fait qu'en réalité, quand les travailleurs se tiennent à l'extérieur de cette zone-là, ils ne sont pas obligés d'être protégés. S'ils rentrent à l'intérieur de cette zone-là, ils doivent être protégés. Donc, ça permet vraiment de faire une zone. Cette zone-là, normalement, quand on la calcule, on met la zone à 1,2 calories par centimètre carré. Fait que si on calcule que 1,2 calories par centimètre carré est à 5 pieds ou 1,5 mètres, donc le travailleur va venir mettre son ruban à cette zone-là. Fait que tout ça à l'extérieur de cette zone-là ne seront pas besoin d'être protégés contre les arcs. Là, je n'oublie pas les autres équipements de protection qui auraient besoin à l'intérieur de dans leur propre site. Maintenant, je vais laisser la parole à Tara sur les vêtements. Merci Pascal. Donc, on va parler un petit peu des vêtements arc flash, puis pourquoi c'est nécessaire de porter ces vêtements. Donc, premièrement, on sait que les brûlures les plus graves et les décès sont causés par l'allumage et l'allumage continu des vêtements non inflammables. Avec des vêtements arc flash, c'est des vêtements faits de tissus qui s'auto-éteignent, donc ça limite les blessures des travailleurs. Donc, tous les vêtements arc flash sont considérés comme ignifuges. Les vêtements arc flash, ils prennent une étape de plus grande que des vêtements ignifuges. Puis, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il y a un niveau de protection associé avec ces vêtements qui est exprimé en calories par centimètre carré. Ils peuvent être faits de tissus naturels ou synthétiques. Donc, on dit tissus qui sont naturels et arc flash. On parle des vêtements en mode acryl ou en Nomex, ou des vêtements qui sont traités, des tissus traités comme on connaît dans l'industrie du Ultra Soft ou du TechaSafe.
Donc, les vêtements dont nous parlons aujourd'hui sont considérés comme des vêtements de protection secondaire destinés à être portés en permanence dans une zone de risque où le risque de danger est susceptible à se produire. Par contre, les vêtements de protection primaire doivent être portés en tout temps dans une zone où un danger s'est produit, par exemple un équipement de pompier. Donc, l'image nous montre ce qu'un vêtement FR ou arc flash n'est pas. Les vêtements arc flash ne sont pas conçus pour donner un faux sentiment de sécurité. Vous n'êtes pas Superman, on peut dire. Vous n'êtes pas insensible aux blessures. Les pratiques de travail sécuritaires sont les plus importantes. Donc, c'est comme notre dernière défense, mais il faut toujours mettre en place des pratiques sécuritaires dans des zones où un hasard peut exister. Donc, maintenant qu'on a estimé déjà nos énergies incidentes, on sait que la majorité des vêtements monocouches utilisés aujourd'hui offrent une protection de 8 calories par centimètre carré ou plus. Donc, si on sait que nos estimations d'énergie incidente sont toutes inférieures à 8 calories, on est correct. Mais si on sait qu'on a peut-être un équipement ou plusieurs qui sont supérieurs à 8 calories centimètre carré, qu'est-ce qu'on peut faire? Premièrement, on peut choisir d'augmenter la distance de travail sur cet équipement de manière à ce qu'elle soit inférieure à 8 calories ou on peut choisir de fournir des couches supplémentaires de vêtements qui va aider à atteindre un plus grand niveau de protection. Ici, on voit des images quand un flash d'arc arrive. Donc, on peut voir dans les images que les gants en caoutchouc n'ont pas fondu et que les vêtements ne sont pas déchirés. Donc, ça a aidé à protéger le travailleur. Donc, on va parler un petit peu des systèmes multicouches, on peut dire. C'est pour mettre 2 ou plus de couches de vêtements à flash pour atteindre un plus grand niveau de protection. Donc, tous vêtements portés comme couche extérieure doivent être arc flash. Les couches de base ne peuvent pas être faites de matériaux fusibles ou fondants comme le nylon, le spandex ou le polyester. 2 couches légères peuvent aussi offrir une meilleure protection qu'une seule couche plus lourde. Donc, les couches de base nous aident à éliminer de problèmes. Un des dangers majeurs lors d'un incident d'arc est la menace de rupture de vos vêtements. Une couche de base peut aider à protéger le corps contre les brûlures au 2e degré. Les couches de base entrent dans l'objectif global qui est de votre programme d'arc flash, qui est de minimiser les blessures de vos employés. Donc, ici, on a la norme ASTM 1506 qui traite la spécification de performance standard pour les matériaux arc flash portés par des électriciens. Cette annexe fournit des lignes directrices pour la superposition appropriée des vêtements. Il est important de noter aussi que les systèmes de multicouches doivent être testés ensemble pour connaître leur protection totale en calories. Donc, on ne peut pas simplement ajouter les calories de chaque couche ensemble. Pour vous aider à déterminer c'est quoi le niveau de protection final ou les calories, on offre un outil sur notre site bulwark.com. C'est une calculatrice de calories, c'est-à-dire que vous savez que ça prend 24 calories avec toutes les couches combinées. Vous pourrez rentrer sur le site, mettre un numéro de code ou un numéro, on dirait, d'une chemise. Tu rentres après ça le numéro de calories qu'il faut atteindre. Puis la calculatrice va te donner toutes les options ou les combinaisons possibles pour atteindre aux calories. On veut dire, on travaille avec 24, ça te donne, OK, tu peux ajouter cette chemise avec cette couche de base pour avoir 24 calories de protection.
Donc, la première étape consiste à choisir le bon vêtement pour protéger vos travailleurs. Mais une partie qui est très importante de la mise en place d'un programme de sécurité consiste aussi à former vos travailleurs à la manière de porter leurs vêtements. Dans l'image prochaine, on voit qu'est-ce qu'ils doivent faire et si on va dans l'autre, qu'est-ce qu'ils ne doivent pas faire. Donc, les chemises doivent toujours être rentrées et boutonnées pour réduire le passage de l'air, ce qui peut augmenter l'intensité d'un arc flash. Donc, aussi, on parle un petit peu de l'entretien de nos vêtements arc flash. Les normes se concentrent principalement sur les instructions d'entretien et de maintenance fournies par le fabricant de vêtements. Donc, on se fie d'habitude sur les étiquettes qui viennent dans les vêtements qui vont nous expliquer comment les laver et comment entretenir nos vêtements. Tu peux voir ici un exemple d'une étiquette de Bulwark. Puis aussi, Bulwark fournit des ressources supplémentaires au-delà de l'étiquette sur leur site web. Donc, des fois, ça donne aussi la température d'eau dans laquelle il faut laver les vêtements et les règlements généralement pour laver. On sait qu'on n'utilise jamais des assouplissants et pas de javel sur des vêtements arc flash. Donc, le lavage est important, mais la surveillance quotidienne de l'accumulation de graisse, de l'huile, de produits chimiques, etc. est une partie aussi très importante de votre programme de vêtements arc flash. Donc, au-delà d'un nettoyage adéquat, l'entretien et la maintenance efficace des vêtements dépendant d'une inspection régulière et d'une réparation appropriée ou un remplacement. À vérifier, c'est que premièrement, le fit du vêtement est correct. Vérifier l'intégrité du vêtement, déchirures, coutures lâchées, etc. Des taches et en particulier les taches huileuses, collantes ou malodérantes. Les réparations aussi doivent être effectuées avec du tissu correspondant au niveau de la protection du vêtement d'origine. Donc ici aussi, même chose, on dit toujours vérifier les trous, les déchirures. En général, vérifiez l'intégrité du vêtement comme vous le feriez avec votre harnais. Important de demander la garantie du fabricant par écrit et signé. Demandez à voir la certification par vêtement, parce qu'un vêtement a été certifié ne signifie pas qu'il l'était tous. Travaillez avec une chaîne d'approvisionnement éprouvée et surveillez périodiquement votre programme pour vérifier les vêtements extérieurs, les vêtements de pluie, les gilets, les chandails à capuchon, le polaire, etc. Merci, je passe ça à Pascal. Merci, Tara. C'est ça, je peux revenir un petit bout sur celle de Tara là-dessus. Il y a un bout qui était vraiment intéressant dans ce qu'elle a dit. Souvent, c'était en usine, il y a énormément de questions sur le lavage des vêtements. Puis il y en a beaucoup qui pensent qu'il faut absolument faire laver à l'externe, ça va être mieux, des choses comme ça. Mais les prescriptions que Tara a mis dans la présentation, souvent à l'externe, ça va être des savons très forts qu'ils vont mettre pour enlever la graisse, ces choses-là. Fait que c'est pour ça qu'il faut juste faire attention. C'est rendu quand même assez simple à laver, ce type de vêtements-là, dépendamment quel contaminant qu'il y a eu directement dessus. Fait que c'est pas une exigence de laver à l'externe, ça peut être lavé à l'interne ou par l'employé, pourvu qu'il suive les directives puis qu'il y ait un contrôle intérieur d'entreprise sans problème. Maintenant, on va plus tomber dans les catégories de vêtements. Depuis 2015, il y a 4 catégories de vêtements. Catégorie 1, 2, 3 et 4. La catégorie 0, elle a disparu dû au fait que c'était très difficile à gérer, puis il y avait eu beaucoup de commentaires de part des sites, surtout au niveau des autres métiers qu'électriques. Exemple, avant, quand on manœuvrait un sectionnaire électrique, c'était catégorie 0, donc on était obligé d'habiller tous nos mécaniciens et d'autres en vêtements de coton, des choses comme ça. Depuis 2015, ils ont eu une nouvelle approche que je vous présentais tantôt, qui est plus une approche par analyse de risque. Donc, ils ont pour leur dire que si l'équipement est en bonne condition, et puis je vais vous énumérer tantôt, mais en réalité, on n'a pas besoin de nos équipements de protection. Mais aussitôt que le travailleur est exposé à des risques d'arc, ça veut dire que le boîtier électrique est ouvert et qu'il y a des risques de contact avec des parties sous tension. Donc, là, on tombe avec des vêtements de protection si les niveaux d'énergie dépassent 1,2 calories par centimètre carré. Donc,
entre 1,2 et 4 calories, bon, on parle de la catégorie 1. C'est pour ça que les vêtements anti-arc de catégorie 1 doivent dépasser 4 calories par centimètre carré. Fait que si vous regardez dans vos vêtements, s'ils seraient de catégorie 1, il serait marqué, exemple, 4,5 ou 5 calories par centimètre carré, des choses comme ça. Mais en réalité, ça dépasse 4. Même un vêtement à 8 calories va dépasser 4. Donc, on est correct pour catégorie 1 dans ces cas-là. Mais ce n'est pas un vêtement qui est populaire dans les usines. Puis Tara, sa présentation tantôt était bonne parce que les vêtements deviennent aussi de plus en plus confortables. Tandis qu'avant, il y a des compagnies qui décidaient d'aller vers un catégorie 1 pour qu'il soit moins épais. Mais en bout de ligne, maintenant, il y a des polos manches longues, il y a toutes sortes de vêtements là, qui peuvent pratiquement être utilisés tous les jours. Fait que ça s'est beaucoup amélioré au niveau du confort. C'est pas comme avant, quand les premiers contrats que j'avais eus, justement, avec différents sites, qu'ils passaient une fois au lavage, puis le vêtement rapetissait. Donc, c'est comme si les gens avaient engraissé en une semaine. Donc, c'était pas le problème qu'on avait là-dessus. Catégorie 2, bien, les vêtements, il faut qu'ils dépassent 8 calories par centimètre carré. Donc, il faut, quand vous lisez les étiquettes, on parle de la visière, de la cagoule, des vêtements, dépasse 8. Puis pour être catégorie 2, bien, la grosse différence avec la catégorie 1, c'est surtout la cagoule, mis à part les niveaux d'énergie. Donc, catégorie 2 pour le retour de flamme. Si vous regardez la forme de la visière, bien, la flamme peut faire le tour de brûler l'arrière de la tête. C'est pour ça qu'on parle de la cagoule, le balaclava, là, souvent qui appelle ça dans la norme. Donc, c'est ça en réalité qu'on va venir poser en dessous. Donc, la protection de la tête du travailleur, ça va être toujours bouchon, cagoule, lunettes, visière, avec la casse de sécurité standard qu'il y a dessus, là, classe E. Et puis, ensuite, il se protège le corps avec un vêtement, là, comme vous venez de voir. Ça peut être couvre-tout, ça peut être chemise, pantalon. Puis s'il veut, il a le droit d'être tout nu en dessous. S'il veut porter quelque chose, bien, comme Tara a dit, il y a différents types de vêtements maintenant qu'ils peuvent porter ou de la fibre naturelle. Et puis, après ça, il y a les chaussures de cuir aussi qui viennent avec ça. Fait que ça, c'est la catégorie 2 qu'on utilise. Puis ensuite de ça, vous avez la catégorie 3 qui est d'un minimum de 25 calories par centimètre carré, puis catégorie 4 qui est d'un minimum de 40 calories par centimètre carré. Donc, c'est surtout le catégorie 2 et 4 qui vont être utilisés en usine. Catégorie 4 qui est plus impressionnant parce que la grosse différence entre les 1, 2 puis 3, 4, c'est que le 1, 2, c'est une seule épaisseur de tissu, tandis que 3 puis 4, on appelle ça du multilayer en anglais. C'est que tu tombes vraiment dans des sortes de sautes anti-explosion, du multicouche. Fait que ça fait en sorte que si vous avez des particules solides à haute vélocité, là, à vitesse rapide, qui essaient de perforer votre vêtement, mais ça va être difficile de se rendre jusqu'à la peau du travailleur. C'est pour ça qu'il y en a souvent qui appellent ça saut d'astronaute. Juste faire attention à la photo. Il faut quand même mettre des lunettes de sécurité si on est capable en dessous, des bouchons, tout ça. On n'a pas toutes les épées sur la photo, mais ça reste que c'est le point là-dedans. Sinon, il y a une autre approche qu'on n'a pas mis dans la présentation, qui est l'approche des calories par centimètre carré, que certaines usines papetières ont utilisé, puis c'est parfait, que maintenant, ils permettent d'avoir une épaisseur jusqu'à 12 calories par centimètre carré. Mais ça, normalement, c'est quand on a fait les calculs d'énergie incidente. Puis même le 40 calories, maintenant, il pourrait être on pourrait le supporter plus. On pourrait supporter, exemple, 50 depuis la version 2018. C'est vraiment la notion d'analyse de risque qui vient s'appliquer depuis 2018 dans la norme. Donc, selon les conditions, on peut venir ajouter un peu les EPI. Exemple, si c'est en bonne condition, ça va être un tel type d'EPI qu'on va porter. Il y a une question, Pascal. Est-ce que justement les études d'énergie incidente, c'est un service que vous offrez? On nous pose la question, Louis-Philippe. Oui, c'est ça. On en fait beaucoup d'études d'énergie incidente. J'ai déjà un ingénieur électrique qui travaille avec moi aussi là-dessus. Donc, oui, c'est ça, il n'y a pas de problème. Sinon, si on en avait déjà une en cours ou une qui est achevée puis que vous avez des questions, on est capable d'y répondre aussi là, pour vous aider. Nous autres, je privilégie beaucoup la simplicité. Là. Donc, vous allez voir tantôt l'étiquette, gardez ça simple là, pour que les gens le comprennent. Là. Fait qu'on est spécialisé aussi là-dedans. Fait qu'on peut vous aider dépendamment de l'étape que vous êtes rendu de votre processus. Une autre question, parce qu'on est dans l'équipement de protection, Serge nous demande quel est le poids de ce vêtement? Je présume qu'on se réfère à la catégorie 4 là, qu'on voit à l'écran. Ça dépend des matériaux qui vont être utilisés parce que j'en ai utilisé plusieurs. Ça, c'est plus Tara qui. Souvent, c'est marqué le nombre d'onces, Tara. Oui, ben, d'habitude, les vêtements, c'est des soutes de 40 calories. Le nombre d'onces, je ne suis pas trop sûre. Je pourrais vérifier puis te revenir après. Oui. Pas de problème. C'est ça, parce que j'en ai essayé plusieurs, puis sérieusement, le poids variait vraiment entre chacun d'eux. Là. Fait que oui, c'est ça, dépendamment du produit que vous achetez, il y a toujours moyen de vous répondre là, pour avoir le plus léger possible, mais il faut faire aussi attention à ce que le vêtement respire aussi. Fait que des fois, c'est ça, c'est le confort. Là, fait que il y a plusieurs facteurs à prendre en considération là-dedans.
Je me permets de poser une autre question, Tina, parce qu'on est toujours dans l'équipement de protection. Tina nous pose la question, est-ce que la boucle d'une ceinture de pantalon est conducteur? C'est sûr qu'en usine, j'ai toujours accepté un peu les ceintures de cuir avec une petite boucle de métal. Il y a des usines qui aiment moins ça, parce qu'à un moment donné, ça devient dur à gérer, parce que les velcro, c'est pas toujours facile à mettre non plus, dépendamment de la personne. Donc, oui, la petite boucle est conducteur, mais l'affaire que j'essaie de privilégier, c'est de jamais avoir de boucle de ceux qui sont des fans des festivals country. Là. Je ne sais pas s'il y en a qui ont été à Saint-Tite, mais ça reste que, tu sais, d'avoir le moins de métaux possible, là, si vous en avez, puis surtout d'avoir une ceinture en cuir, là, comme telle. Les questions abondent. Je ne sais pas si le fait qu'une personne se soit dégainée, ça l'a amené un lot. Comment est-ce que... j'ai une question ici, attendez. À quelle fréquence doit-on faire tester la combinaison catégorie 4? Ou dans le fond, toute combinaison peut-être? Il n'y a pas vraiment de test à faire. C'est plus le fait comme Tara, la présentation tantôt qu'elle a faite était bonne, c'est une inspection visuelle qui est faite du saut selon sa condition. J'ai vu des endroits que les vêtements étaient très déchirés, là, et puis qu'il aurait dû les remplacer bien avant. Fait qu'il n'y a pas de délai. Ça dépend de l'utilisation. Il y en a qui utilisent les catégories 4 une fois ou 2 ans. Ça dépend de la façon qu'il l'entrepose, du taux d'humidité, ça dépend du nombre de graisses qu'il y a eu dessus, comme qu'elle le présentait. Je ne sais pas si tu as des points, Tara, à ce niveau-là, de plus ou... Je voulais juste retourner. C'est sûr, c'est ça. On recommande de faire toujours vérifier des kits 40 calories à chaque 6 mois. C'est une recommandation que nous, on fait nous-mêmes. Puis, pour la question du poids du vêtement, donc, je peux parler pour celui de Bulwark. C'est un tissu de 9 onces, mais c'est sûr qu'il y a 2 couches de 9 onces pour atteindre à 40 calories. OK. Puis, une autre question intéressante. Pour une énergie incidente inférieure à 1,2 calories par centimètre carré, quelle serait la protection requise en vertu de la nouvelle norme? C'est sûr que la norme a plus déplacé l'article, elle n'a pas... c'est ça, en réalité, elle privilégie beaucoup les vêtements de coton, mais est moins claire là-dessus parce que ça nuisait à beaucoup de types d'entreprises. Fait qu'ils veulent comme moins se mouiller. Fait que c'est pour ça que c'est vraiment l'analyse des risques selon la tâche. Fait que, donc, c'est en bas d'1,2, souvent, on parle de plus en plus de non applicables. Mais c'est sûr que les vêtements naturels aident quand même parce qu'au moins, ils ne collent pas sur la peau, là. Mais c'est pas aussi clair qu'avant à ce niveau-là. Une dernière question avant de continuer, puis on pourra revenir à d'autres questions dans la période de questions. Est-ce qu'il existe justement une protection respiratoire arc flash? Je ne sais pas pour Tara, mais moi, je n'ai jamais réellement vu. C'est ça, c'est dur à prévoir pour faire porter ça tout le long à quelqu'un. Je sais pas, Tara, oui, moi non plus, j'ai jamais vu ça dans l'industrie encore. L'avantage du catégorie 4, je peux argumenter un petit peu là-dessus, c'est qu'il y a il y a un ventilateur qui peut s'acheter parce que la catégorie 4, comme je vous dis, quand je le porte, c'est quand même des fois plus que 5 minutes. Puis là, ça embue à l'intérieur. Fait que souvent, on met un ventilateur pour venir envoyer un peu d'air frais. Puis c'est sûr que ce ventilateur-là, je n'ai pas vu de recherche là-dessus, mais le ventilateur fait une sorte de pression positive. Fait que probablement que le travailleur, grâce à ça, il aspirerait peut-être un petit peu moins d'oxyde de cuivre si un arc se produirait. Parfait, merci. Je vais vous laisser enchaîner, puis on va voir si peut-être les autres diapositives répondent à des questions qu'on a. Puis sinon, on va y revenir à la fin du webinaire. Donc, l'estimation du risque d'arc, il y a 2 approches vraiment privilégiées. C'est sûr que là, on avait juste 50 minutes, comme Amélie a mentionné au début. Mais pour vous simplifier un peu ça, maintenant, l'approche partage depuis 2015, elle s'est comme divisée. J'ai appris à travailler avec. Des fois, ce n'est pas toujours évident. Mais ça reste que l'approche par tâche, il y a un tableau maintenant qui est simplement de dire est-ce qu'il y a un risque d'arc. Donc, en 2015, il avait été très clair. Ils mettaient une tâche, se disent oui ou non, vous avez besoin de vos EPI anti-arc. En 2018, ils ont plus nuancé ça en disant que si l'analyse de risque privilégie des vêtements anti-arc ou non. Donc, c'est plus ça la nouvelle orientation de la norme. Donc, il y a un tableau qui dit, exemple, pour les manœuvres, on en a-tu besoin? Si on fait une lecture juste d'un petit cadran qui n'est pas dans l'intérieur du cabinet, qui est en surface, bien, on n'en a pas de besoin. Donc, c'est ça. Fait que c'est vraiment l'approche d'analyse de risque selon la tâche. Il y a un deuxième tableau qui ressemble beaucoup à celui d'avant, ceux qui l'avaient déjà vu, là, sur l'équipement versus la catégorie de vêtements. Ça, ce tableau-là existe encore, mais ils ont enlevé les tâches. Comme je vous dis, on fait un tableau juste avec des tâches. On fait un tableau avec les types d'équipements électriques. Exemple, les équipements de 240 volts témoins avec un certain courant de court-circuit, c'est catégorie 1. 240 à 600, c'est catégorie 2, etc. Là. Donc, ça, c'est l'approche par tâche. Puis,
il y a un troisième tableau maintenant qui est sur les batteries. Vous savez, avec les voitures électriques, les UPS dans les bâtiments, les serveurs informatiques, les batteries sont rendues omniprésentes. Donc, il y a un nouveau tableau sur les risques, puis il y a de plus en plus de gens qui sont brûlés à cause des batteries. Les informaticiens qui sont moins habitués que les arcs qui sont de plus en plus touchés. Donc, c'est un risque à tenir compte également dans vos entreprises là, respectives. Sinon, l'autre approche, l'approche par énergie incidente, les calculs qu'on parlait tantôt. Donc, ça, c'est plus une étude d'ingénierie. On reprend on fait les relevés de votre installation électrique. C'est sûr qu'il y en a beaucoup qui voient l'approche énergie incidente comme de la sécurité, mais à 90%, c'est de la maintenance. Fait qu'en gros, on remet votre plein électrique de votre bâtiment à jour. On vérifie si vos protections réagissent à la bonne vitesse. Ensuite de ça, on regarde c'est quoi les courants de court-circuit. Puis après ça, on vient afficher les niveaux d'énergie que vous pouvez être exposés. Puis on dit c'est quoi vos défectuosités probables que vous avez sur votre installation électrique. Fait comme je vous dis, il y a un petit peu de sécurité, mais en grande partie, c'est la maintenance. Puis comme je vous dis, l'orientation de la norme, c'est beaucoup sur la maintenance. Fait que ça permet de mettre une étiquette, comme vous voyez à l'écran, en bas à droite, qui donne la catégorie d'équipement, le périmètre de sécurité à respecter, puis les types de gains isolants à mettre. Ça, c'est plus optionnel. Ça, c'est plus nous qui l'avons rajouté parce que c'était souvent une demande qu'on avait de nos clients. Puis la tension nominale qu'il y a à l'intérieur du boîtier. Puis comme je vous dis, c'est peut-être différent des autres étiquettes que vous avez vues ailleurs, mais nous autres, on aime beaucoup garder ça simple. Puis en ayant fait beaucoup de tests, ce type d'étiquette-là, les travailleurs bien formés, ils comprennent très bien l'étiquette. Fait que c'est quelque chose qu'on est venu aider à en essayer de simplifier ça parce qu'il y a beaucoup d'autres types d'étiquettes qui ont plusieurs périmètres de sécurité. Nous autres, on essaie seulement d'en mettre un puis de mettre toute l'information à la bonne place. Pascal, quand on revient à l'approche par la tâche, tu parlais d'un tableau de référence là, sur les risques. Est-ce qu'il existe justement ce tableau-là que les gens peuvent se le procurer ou le trouver? C'est ça, le tableau des tâches est dans la norme Z462 et dans la NFPA 70E. Dans la norme Z462, elle a changé de numéro. Ceux qui étaient habitués avec le numéro d'avant, c'était 4A. Même, il y a un numéro, la celle sur les tâches a complètement sorti de ça. Je pense que c'est le tableau 3 par cœur. Sinon, je pourrais vous répondre pour ceux que ça intéresse. Sinon, c'est le tableau après ça 6A, 6B pour les équipements. Fait que ça a changé de numérotation là, en 2018. Sinon, la NFPA 70E aussi, ça a changé un petit peu d'endroit. Comme je vous dis, on la suit l'autre norme là, directement. Là. Fait que oui, dans ces normes-là respectives, vous avez accès à ces tableaux-là. Merci. Ensuite, c'est, comme je vous expliquais, depuis 2015, il y a plus une approche d'analyse de risque. Fait qu'au lieu juste de dire que ça ne prend pas d'équipement de protection quand on fait des manœuvres, comme moi, j'ai tout essayé de privilégier, mais la norme, ils ont quand même eu un bon réflexe en y allant vers l'analyse de risque. Donc, si l'équipement, exemple, qui a été bien installé, si l'équipement a été bien entretenu, qu'on suit les directives du fabricant, parce que des fois, il y a des équipements électriques qui sont comme spéciaux à manipuler. Donc, il faut suivre c'est quoi les directives, comme les interrupteurs de transfert pour les groupes électrogènes versus Hydro-Québec. Ça peut être dangereux à manipuler, ceux qui sont plus en électricité parmi vous. Là. Donc, c'est pour ça qu'il faut suivre les directives du fabricant. L'équipement est bien fermé, les boulons bien vissés. Tous les couvercles sont en place, il n'y a pas d'évidence de défaut de bris. Exemple, un carisque qui serait venu frapper le boîtier électrique et des choses comme ça. Fait que là, on peut manipuler avec vos EPI de base demandés dans votre usine et non ajouter ceux d'arc. Mais là, je parle vraiment de basse tension. Quand je parle de basse tension, on parle de 750 volts et moins. Puis c'est ça, c'est suite à l'arrêt d'équipement également. Comme vous avez vu sur la représentation que j'ai mis, j'ai essayé d'y aller aussi avec la règle de la main gauche. Je n'ai pas écrit nulle part. Le but, c'est de pouvoir être face à son boîtier. C'est plus une règle qui est non écrite que la majorité des usines ou des établissements utilisent. Ensuite, un dernier point, pour ceux qui n'étaient pas au courant, on peut aider aussi dans la procédure d'urgence. On est capable de former les gens au niveau des procédures d'urgence avec les contacts qu'avec l'électricité. Donc, cette procédure-là, c'est quand même assez simple. Le but, c'est de la pratiquer. C'est quand quelqu'un tombe en contact avec l'électricité, il faut absolument couper l'alimentation et non essayer de la secourir directement. Il y en a des fois qui se sentent Superman, comme Tara disait, là, mais le but, c'est de ne pas avoir deux morts. Fait que, comme ceux qui sont déjà habitués avec les espaces-là avec SPI, c'est un peu le même message. Fait que, en gros, on va venir couper l'alimentation. Une fois que c'est coupé, on va appeler des secours. Ensuite de ça, on va se mettre nos gains isolés avec une perche isolante si on en a une. Sinon, c'est simplement nos gains isolés. On va venir séparer la partie du corps qui sera encore en contact. On va débuter les premiers soins. Fait qu'il y a d'autres détails autour de ça, mais c'est des choses à mettre en place dans vos usines aussi qu'on est capable de vous aider avec directement.
Donc, les références aujourd'hui, comme je vous disais, c'est la norme canadienne version 2018, la norme NFPA 77 version 2018. Le gros changement qu'il y a en 2018, c'est vraiment le but d'analyse de risque. Mais tu sais, tout s'en va vers ça, que ce soit les normes. On travaille aussi beaucoup en machine. Fait que c'est tout ça. Tu sais, c'est de comprendre assez bien qu'est-ce qu'on fait pour réduire notre risque au minimum, pour qu'il y ait moins de chance du possible d'arriver à quelque chose, qu'on prenne la bonne décision. Fait que là, la norme en sécurité électrique s'en va aussi vers cette orientation-là. Pascal, tu viens juste de parler d'équipement bien entretenu. Qu'est-ce que tu définis par un équipement bien entretenu? Donc, l'entretien, j'ai déjà eu énormément de discussions là-dessus par le passé avec des hauts dirigeants d'entreprise parce que ça avait quand même un impact assez important. C'est quand même quelque chose d'assez particulier parce que l'entretien, comme je vous dis, dans vos résidences, à vous autres, là, vos résidences personnelles, en bout de ligne, vous devriez à tous les mois de faire le tour de vos prises TDFT, là, GFI en anglais, là, les disjoncteurs différentiels de fuite à la terre, faire test reset dessus. Ensuite, à toutes les années, vous devriez tout manipuler vos disjoncteurs un à un juste pour s'assurer que la graisse bouge dedans. À tous les 3 ans, vous seriez supposé de faire venir un électricien pour venir serrer vos boulons, toutes les vis qui sont reliées à votre installation électrique. Fait que je suis sûr que tout le monde parmi vous le font. Donc, c'est un peu le même principe dans votre usine. Fait que quand on parle d'un équipement bien entretenu, il fallait à l'annexe la norme Z463. Donc, dépendamment de l'équipement, ils ont mis plus des paramètres. Ils n'ont pas mis quoi entretenir, ils ont plus mis c'est quoi les fréquences d'entretien. Si vous voulez vraiment avoir de la précision, vous pourrez toujours m'écrire, je pourrais vous aider là-dedans. Mais il y a une norme qui est beaucoup plus détaillée que les manufacturiers se servent, là, qui est la NETA MTS. Là. Elle, c'est une norme, exemple, c'est ABB ou Schneider ou Siemens vont s'en servir. Mettons, il y a un nouveau disjoncteur. Mais dans cette norme-là, il y a 3 pages sur comment entretenir un disjoncteur moulé de 500 ampères de tel format, etc. Là. Fait qu'il y a vraiment une description détaillée. Là. Fait que c'est différent un peu de la Z463. Puis justement, Eric avait posé une question plus tôt, puis je la ramène parce que tu as parlé de disjoncteur. Comment déterminer si la manipulation d'un disjoncteur représente une catégorie 1? C'est sûr, il n'y a plus de catégorie avec les manipulations. C'est si vous allez regarder le tableau. Comme je vous dis par cœur, il me semble que c'est le tableau 3 maintenant. Puis les autres tableaux, c'est 6A et 6B, ceux qui étaient déjà habitués avec les méthodes des tableaux. Mais dans le tableau, ils ont vraiment plus sorti ça. Ils ont dit, en réalité, ils parlent plus qu'ils ont fait une liste de tâches. Vous allez voir, si vous allez voir ce tableau-là dans l'ordre, il y a une liste de tâches. Puis dans cette liste de tâches-là, ils disent que c'est peu probable d'arriver à un arc. Fait qu'on, peu importe le niveau d'énergie, vu que c'est peu probable d'avoir un arc, eh bien, on n'a pas besoin de suivre. Mais souvent, comme pour les manœuvres, ils ont rajouté les 6 points que vous avez vus tantôt sur l'étiquette. Fait que ça, il a passé les conditions particulières à suivre. Là. Fait que c'est plus la façon d'utiliser le tableau 3 là, comme tel. Fait que c'est une nouvelle approche depuis 2015 que la norme a adoptée. Fait que la catégorie 1 pour les manœuvres, c'est plus quelque chose à l'ordre du jour. Là. OK. Une autre question, c'est doit-on calculer nos énergies incidentes puis établir un programme de sécurité électrique si nous n'effectuons aucun travail électrique dans notre installation, même en maintenance, et que tout travail de cette nature est confié à un sous-traitant qualifié? C'est ça, de la façon qu'on fonctionne dans ce temps-là, c'est une très bonne question, mais l'affaire qu'on fait, c'est qu'on vient aider à gérer le sous-traitant externe. Fait que c'est plus ça. Donc, ceux qui rentrent dans votre usine, en bout de ligne, vous en êtes quand même. C'est sûr qu'on pourrait considérer ça aussi des sous-traitants spécialisés d'un côté, là, parce que vous ne faites pas ces travaux-là. Fait que légalement, il y a quand même une façon qu'on est capable de se détacher un peu, mais si on veut juste être plus structuré, on est capable de les obliger à suivre certaines directives. Fait qu'en réalité, l'affaire qu'on fait, on fait juste une directive là, envers le sous-traitant, puis on s'assure qu'il suit. Puis on fait juste un petit audit très simple là, d'une demi-page ou d'une page, qu'on va voir le sous-traitant une fois de temps en temps, puis on voit, exemple, son périmètre, ses EPI, ces choses-là. Fait qu'il y a une façon de structurer ça, que ça ne soit pas encombrant pour vous autres, puis qu'en même temps, que vous respectez l'exigence de gérer vos sous-traitants. Parce que légalement, on est responsable du sous-traitant ou pas? Bien, c'est parce qu'il y a un espace gris pour les sous-traitants, c'est que les sous-traitants spécialisés, exemple, vous n'êtes vraiment pas au courant de ce qu'ils font. Ils l'ont mis au niveau légal, mais le sous-traitant spécialisé tombe comme dans une zone grise. Si vous n'avez pas l'expertise à l'interne pour vraiment savoir ce qu'ils font, mais là, en bout de ligne, là, ça peut être détaché un peu de vous autres. Mais comme je vous dis, en tant que bon père de famille, façon de parler, on le sait qu'il peut y avoir un risque, fait qu'on est mieux de les aider à le gérer. Super, merci Pascal. Juste un petit rappel, pour ceux qui auraient peut-être manqué le début, le webinaire va être disponible en rediffusion. On va vous envoyer le lien par la suite, en plus du lien pour télécharger notre nouvelle brochure là, entièrement dédiée aux risques électriques. Avant de terminer et de passer de continuer les questions,
On vous a posé la question au début. On voulait savoir à quelle étape vous étiez dans l'implantation de votre programme de sécurité électrique. Bien, c'est le moment où on voudrait savoir vous en êtes où maintenant que vous avez écouté Tara et Pascal, là, vous en expliquer, vous en apprendre davantage sur la sécurité électrique. Donc, on vous donne encore quelques secondes pour répondre au sondage. Et encore une fois, A, B, C, D ou E. Et puis, c'est ça, on voit que les gens répondent. On a hâte de pouvoir comparer les résultats. Soyez pas gênés, on veut vraiment juste voir. C'est une manière aussi pour nous d'évaluer le contenu qu'on a présenté puis voir. Super. Merci à tous. Alors, les résultats vont apparaître. Donc, OK. Alors, 18% mentionnent qu'ils n'ont pas de problème, mais qu'ils prévoient en créer un. 21% encore disent avoir besoin d'être formés et d'avoir besoin d'une mise à jour. Si je me souviens bien, c'était 40%. Et 16% mentionnent avoir un besoin d'être audité pour connaître le niveau de performance là, de leur programme. Puis encore un haut pourcentage de gens qui se disent en contrôle au niveau de leur programme. C'est intéressant, là, le 40 est passé à 20, mais par exemple, le 16, il a augmenté. Là, il n'était pas à 16 avant, il était environ à 13%. Qu'est-ce que ça vous dit? Et le 34, c'était 26 avant, ouais. qui étaient en contrôle de leur programme. Donc, c'est bien. Peut-être qu'il y avait juste des petites questions qui restaient qu'on a couvert pendant le webinaire. Absolument. Puis il y a des gens, le pourcentage a augmenté aussi pour des gens qui disaient ne pas avoir de programme, mais de prévoir en créer un. Et puis, ce qui est resté très stable, c'est ceux qui ont besoin d'une étude d'énergie incidente. Ça n'a pas changé. Donc, c'est super, c'est intéressant de voir toujours le résultat à la fin. Merci d'avoir encore joué le jeu là, pour les questions. Alors, excusez-moi. Problème de technologie. D'accord. Donc, ça conclut le webinaire. Je ne sais pas si... Oui, il y avait d'autres questions qui nous ont été envoyées. Que doit-on rechercher, Pascal ou Tara, là, sur l'étiquetage d'un vêtement pour s'assurer de la performance et ou de la certification nécessaire? Tous les vêtements certifiés doivent avoir une étiquette en dedans pour dire la certification. Par exemple, les vêtements Bulwark, tu vas toujours avoir la certification ASTM 1506 et dans certains cas, la certification NFPA 70E ou NFPA 2112 qui est contre flash fire. Aujourd'hui, on parle plus du NFPA 70. Alors, ça va toujours être marqué. Sur l'étiquette aussi, tu as les calories de marquer. Puis, c'est un règlement maintenant, je pense, avec le nouveau standard qu'il faut être marqué dans le vêtement. Donc, sur l'étiquette, tu vas voir, par exemple, 8,7 calories par centimètre carré. Et aussi, sur la manche, des fois, c'est même écrit la catégorie du vêtement. Donc, la plupart, comme on a dit aujourd'hui, vont être catégorie 2. OK. On pose la question aussi au niveau du calcul des calories sur le site de Bulwark tantôt. Pour ceux qui n'ont pas eu le temps de prendre l'adresse en note, je présume que c'est facile de le trouver sur votre site web. Oui, si vous allez sur bulwark.com, vous pouvez aller dans la section ressources. Tu vas voir la calculatrice, puis aussi d'autres très bons ressources au même temps sur des standards et le lavage des vêtements, mais tu vas pouvoir accéder aux calculatrices dans cette section. Puis, si jamais vous avez de la difficulté à le trouver, n'hésitez pas à m'écrire. Moi, je pourrais vous le transmettre sans problème, l'adresse au niveau du calcul. Une autre question de Eric. À 75 volts et moins, il y a abstraction du matériel arc flash si le tout est en bonne condition. À 4160, est-ce encore le cas? À 750 volts et moins. J'ai dit mauvais chiffre. OK, à 750 volts et moins, il y a abstraction du matériel arc flash. Si le tout est en bonne condition, à 4160, est-ce encore le cas?
Non, c'est ça, ils ont fait le tableau quand on va un peu plus loin dedans, ils ont mis la moyenne de tension. C'est sûr que c'est basé sur la norme américaine à la base, fait qu'ils vont jusqu'à 15 kV, fait que les 4.16, il est inclus là-dedans. Là. Fait que normalement, il faut porter les EPI sur la moyenne de tension. C'est juste que pour les équipements de protection, si vous allez dedans, ça prend vraiment un boîtier arc-proof ou explosion proof là, pour ne pas en avoir besoin. Fait que c'est sûr qu'ils ont beaucoup, beaucoup de boulons. Là. Donc, si vous n'avez pas juste 4 boulons, vous en avez à peu près 60 en avant. C'est le type de boîtier normalement qu'on n'a pas besoin des équipements pour ça. Sinon, les boîtiers normaux, on en a besoin. Parfait. Et en effet, quelqu'un nous demande que nous pouvons vous adresser à vous pour des soumissions de vêtements Arc Flash. Absolument. Vous voyez mon adresse courriel sur l'écran devant vous. Vous pouvez envoyer votre demande à cette adresse-là, puis moi, je vais pouvoir la transférer là, à Tara. Absolument. On travaille conjointement avec VF Imagewear. Une dernière question, peut-être avant de quitter. Y a-t-il des visières conçues pour ne pas avoir à mettre un baklava? Non, mais oui, ça existe, là. Ça existe des hoods à 10 calories par centimètre carré. Donc, c'est la même chose que vous avez vu tantôt en catégorie 4, qui est comme le complet là, par-dessus. Là. Sinon, vous êtes obligé de mettre le balaclava là, si vous avez une visière plus conventionnelle. Donc, c'est ça pour le retour de flamme, comme je vous disais. Parfait. Je pense qu'on a eu le temps de répondre à pas mal toutes les questions, en fait. Merci à tout le monde d'avoir pour votre collaboration, votre interactivité, si on peut dire. Avant de vous quitter, on va vous envoyer un petit sondage qui va durer 45 secondes, même pas. Quelques questions à répondre. Ça nous aide à mieux, à nous améliorer, à savoir ce qu'on fait de bien puis ce qu'on peut s'améliorer, mais aussi ça nous aide à mieux cibler vos intérêts, votre besoin, en fait, pour organiser d'autres webinaires. SPI en fait régulièrement des webinaires comme ça gratuits et ça n'ira qu'en augmentant. Donc, avec votre collaboration, on va pouvoir développer de ce côté-là d'autres sujets à explorer. Un gros merci, Tara. Un gros merci, Pascal, pour votre présentation très intéressante sur un sujet qui clairement a suscité l'intérêt, autant de la participation, mais des questions. Si vous avez besoin de soutien, de demandes, vous avez besoin de faire analyser justement votre programme de performance, etc. Encore une fois, mes coordonnées à l'écran. Je vais pouvoir retransmettre le tout à Tara et à Pascal. Et puis, si vous avez des questions sur nos événements, nos webinaires qui s'en viennent prochainement, n'hésitez pas encore. Et sur ce, on vous souhaite une belle fin de journée. Soyez prudents, quoi que vous fassiez.